Femmes à la une émission en partenariat avec Le Courrier Financier, une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier, et Fabrice Coustet. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine présenté par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Pour présenter ce format, je suis en compagnie de Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathilde, comment ça va ? Parfaitement bien. Bon, on rappelle le concept de l'émission. Chaque mois, on reçoit une femme d'exception qui va nous parler justement de son parcours, comment concilier sa vie pro, sa vie perso, comment elle surmonte les difficultés au quotidien, peut-être rencontrées dans leurs entreprises, comment elles concilient en bref leur vie de dirigeante et de femme. Et on a le plaisir, Mathilde, d'accueillir ce mois-ci. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Catherine Hellman, qui est associée gérante chez Ceris Reim. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On va commencer tout de suite par parler un petit peu de comment vous avez un parcours relativement atypique parce que vous débutez par une formation des études très scientifiques, influencée en cela par votre famille, votre papa qui a une formation notamment en mathématiques, si je me souviens bien. Et vous débutez avec une licence en biologie, un master en santé publique, donc quelque chose de très spécifique. Et puis finalement, vous ne travaillerez pas dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas du tout. En effet, j'ai un parcours très orienté sur la santé, sur la biologie. Et quand j'ai fini mes études en master, mon frère a lancé une société. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'heures à tuer parce que comme tout bon étudiant en master, en général, on a peu d'heures de cours. Et je me suis rendu compte que travailler avec lui était assez intéressant. Donc j'ai pris le parti d'y aller et en fin de compte, je me suis passionnée par l'immobilier. Vous avez passé près de 6 ans dans cette entreprise, Vendôme Capital Partners. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces premières années où vous faites vos armes, en quelque sorte, vous découvrez votre métier ? Alors, les toutes premières années, ça a été surtout une énorme découverte, beaucoup de choses à apprendre, parce que le métier de l'immobilier est assez vaste. Il a fallu aussi apprendre à travailler en famille, parce que travailler avec son frère n'est pas forcément évident. Et puis, j'ai eu le loisir de découvrir que chaque journée était différente de la précédente. Donc c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de continuer et aujourd'hui de perdurer sur ce métier. C'est quelque chose qui vous plaît, en quelque sorte, vous avez trouvé votre voie, mais c'est aussi quelque chose qui résonne avec votre personnalité, puisque vous avez ressenti le besoin en cours de route de vous former. Vous êtes retourné à l'école, vous êtes repassé par l'ESSEC pour approfondir vos compétences. Tout à fait. Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai fait, au moment où j'ai démarré l'activité chez VCP, une année à l'ESSEC en 2e année de master, et puis j'ai suivi des cours à l'Institut de la construction et de l'habitation le soir, en parallèle du métier en tant que tel de l'immobilier. Alors, c'est des choses pas faciles de concilier le professionnel et, on va dire, le scolaire, mais c'est vraiment une passion qui est née aussi par ces études et par le besoin d'apprendre encore un peu plus le métier que je pratiquais tous les jours. Et puis, ça a été pour moi, comme je dis, une passion totale de découvrir et de redécouvrir surtout certaines choses. Et il y a un point que je tiens à souligner. J'ai vu que lorsque vous étiez à l'ESSEC, vous avez rédigé un mémoire sur le viager. Donc c'est une particularité dans la gestion immobilière. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Comment vous en êtes venu à ça ? Alors le viager, c'est une notion dont on parle depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion, comme beaucoup de personnes, de voir le film Le Viager quand j'étais beaucoup plus petite, avec une volonté en général des gens de toujours considérer le viager comme quelque chose de très mal et très mauvais. Et là, c'était d'essayer de concilier au final une problématique actuelle de vieillissement de la population, de garder les gens le plus possible chez eux aussi, parce que j'ai eu des grands-parents qui sont allés en maison de retraite et ça s'est pas toujours très bien passé. Donc c'était vraiment de concilier le fait de pouvoir garder ces personnes à domicile et puis l'immobilier, parce que c'était la création d'un fonds véritablement dédié. D'accord. Une question justement sur cette gouvernance, on peut le dire, parce que commencer comme ça avec son frère, ça met quand même la pression. Je crois qu'il y a quelques années d'écart. On a 7 ans d'écart, oui, voilà. Tout à fait. Comment vous êtes senti là justement quand vous démarrez avec lui ? Est-ce que c'était la petite sœur à qui on donne un truc pour essayer, ou est-ce qu'il fallait prendre sa place ? Alors, il fallait prendre sa place, mais je pense que travailler en famille, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'on a une pression qui arrive, puisque en général, on veut évidemment ne jamais décevoir. Et la problématique, elle a été de dire, moi je me suis toujours très bien entendue avec mon frère malgré l'écart d'âge. Donc on s'est dit, on s'entend bien dans la vie personnelle, pourquoi pas essayer dans le professionnel. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, j'y connais rien, il me fait confiance, maintenant il va falloir y aller. Et c'est là où, oui, c'est dur. Ouais. Mais vous continuez pourtant.
Oui, je continue parce que c'est un challenge quotidien et que j'aime bien parce qu'en fait, quand j'aurais l'impression d'arriver en haut d'une montagne, je me rends compte qu'en fait, il m'a mis 4 Everest derrière et qu'il faut continuer à essayer et il a toujours tendance à pousser les gens au plus loin qu'ils puissent. D'accord. Mais ça, c'est valable pour vous et pour l'ensemble des équipes, j'imagine? Ou Oui, c'est justement, valable. il y a une qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire qu'il est peut-être plus dur avec vous? Non, je pense qu'il est dur avec tout le monde. Il est juste surtout sur ses jugements aussi. Après, quand on est petite sœur, évidemment, c'est toujours un peu le côté chamaillerie perpétuelle. Donc je pense qu'il essaye de piquer un peu plus, on va dire, sur moi. Ouais. Ce modèle-là de votre frère a joué un rôle très important, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi votre maman qui est plutôt autodidacte et qui vous a toujours poussé à aller un peu plus loin, à relever les défis que votre frère vous lançait, en quelque sorte. Tout à fait. Ma mère a toujours été persuadée qu'on finirait par travailler ensemble. Elle est même persuadée que quand mon frère m'avait offert l'opportunité de travailler avec lui, ça faisait des années qu'il y réfléchissait. Donc comme quoi... non, ma mère a toujours été très indépendante. Elle a toujours eu beaucoup de métiers en même temps. Elle a notamment fait de la politique, ce qui n'était pas facile pour une femme non plus. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a toujours appris à garder le maximum d'indépendance par rapport à tout ce qui peut se passer. Vous êtes vous-même une femme indépendante, vous avez un esprit très cartésien, très scientifique, et vous dites aussi souvent une phrase, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Effectivement, je l'ai même redit ce week-end, donc... Non, parce qu'à un moment donné, c'est de dire dans la vie, on rencontre des multitudes de problèmes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et si on ne trouve pas une solution, si on ne prend pas le temps de s'arrêter à essayer de trouver une solution, en fait, on n'avance jamais. Et il faut aussi essayer de ne pas se laisser gagner ou gêner par le stress. Hein. Oui, alors... Toute situation est stressante, mais après, c'est d'essayer de passer au-delà et surtout d'avoir un stress, comme m'a dit une personne présente autour du plateau il n'y a pas très longtemps, il faut avoir un bon stress. Un stress positif. Alors justement, comment on fait, avec cette période un peu compliquée, stressante pour le coup, angoissante pour beaucoup, est-ce que vous l'avez senti au quotidien et comment vous y avez réagi avec vos équipes? Je parle bien sûr de la pandémie, la crise sanitaire. On essaye de s'adapter parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de manuel de gérant ou de dirigeant qui dit en cas de pandémie, vous devez réagir comme ça vis-à-vis de vos équipes. Il a fallu apprendre à gérer le télétravail parce que ce n'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude. Il a fallu apprendre à gérer la digitalisation qui en immobilier était quand même loin d'être réalisée aussi. Et puis à un moment donné, c'est de se dire, on découvre tous les métiers en un. C'est-à-dire que quand on est dirigeant d'entreprise, vous êtes aussi bien comptable, juriste, vous faites des ressources humaines et vous êtes psychologue aussi à certaines heures. Et c'est ce qui s'est passé, c'était de prendre le temps avec les équipes, en fait, de les écouter, de comprendre les problèmes qu'ils rencontraient et d'essayer de trouver des solutions perpétuellement. Je crois même que vous avez continué à recruter pendant cette période. Comment on fait pour recruter comme ça quand on ne peut pas voir les gens et commencer avec eux? J'ai 2 personnes qui pourraient en parler, parce que j'ai recruté 2 personnes, un asset manager et un property manager le 31 mars de l'année dernière, soit vraiment en plein confinement. C'est très compliqué, parce qu'il faut réussir à les intégrer au niveau des équipes. Donc vous faites des visios, des cafés visio le matin en disant bonjour, je vous présente votre nouveau collaborateur que vous ne verrez pas tout de suite. Et puis, c'est de prendre le temps aussi de leur apprendre l'entreprise, de discuter avec eux. D'essayer de manager au mieux à distance, sachant que les 2 personnes, je les avais vues avant, mais finalement, elles ont été intégrées totalement en télétravail. Et aujourd'hui, je pense que ça a été plus compliqué pour elles, véritablement, que pour moi. Alors, je vous pose la question parce qu'en plus, vous nous avez dit ce qu'il y a de mieux dans le management, c'est la communication immédiate. Vous n'êtes pas pour faire peut-être une réunion mensuelle pour parler des choses, il faut s'en parler tout de suite. De toute façon, moi, j'ai des points avec les équipes de manière hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, ils savent qu'ils ont un point avec moi. Et l'idée, c'est plutôt de communiquer immédiatement. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, il faut tout de suite trouver la manière de le gérer. Pour moi, c'est une volonté immédiate parce que si vous laissez le problème perdurer, en fait, ça va créer plus de problèmes après. Est-ce que le fait d'être une femme, ça influence votre manière justement d'aborder cette communication, ou est-ce que vous considérez que vous avez une façon de manager qui est relativement neutre? Je ne suis pas sûre qu'être une femme fasse que ça change le management. Après, en tout cas de mon point de vue, ça ne change rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une communication avec mes équipes, c'est de pouvoir désamorcer toute situation immédiatement, mais je ne pense pas que le fait d'être une femme influence, en tout cas de mon côté. Après, ça peut avoir une influence en face, parce que parfois, on se rend compte que le fait, c'est pas forcément le fait d'être une femme, c'est le fait d'être jeune aussi sur un poste de management qui peut jouer des tours en disant que les gens ont parfois tendance à
considérez que vous êtes un copain plus qu'un manager. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident cette question. Alors justement, on va continuer dans un instant à parler du management. Effectivement, est-ce que c'est plus compliqué, plus simple? Parce qu'on préfère quand on est femme manager des hommes ou des femmes, surtout dans des métiers, vous êtes sur la gestion financière, parc immobilier, finance, c'est pas des métiers où effectivement les femmes sont surreprésentées. Mais je vous propose dans un instant de se retrouver et d'abord d'écouter votre choix musical, Anne-Catherine Hellman. On se retrouve juste après. Light and blue, there's nothing more a man could do. Don't get your bollocks in a twist. Settle down, don't take a fit. You drank with demons straight from hell. They almost nearly won as well. You wiped the floor with victory, then puked until you fell asleep. The banshees wail, these boots will never fill our jail. You crawl into an empty boat, for the Gulf of Mexico. But Curtis came and so did you. From the ashes charred and blue, smelling like a salty dog. Back from hell where you belong. Around your neck to watch you dance to jig at that and left you for the starboard cross, hovering like hungry horse. One fell down, put down your eye, the other he had in such a snarl at him, so leave me. I need the bugger so I can see. Salty Dog de Flogging Molly. Anne-Catherine Hellman, pouvez-vous nous expliquer ce choix plutôt inattendu ? Oui, alors en fait c'est parce que déjà aujourd'hui on est privé de beaucoup de choses, le fait d'aller boire une pinte dans un pub, le fait de pouvoir voyager, etc. Donc je trouve que cette chanson elle permet de revenir un peu sur les libertés d'avant. Et en plus, Dublin est ma ville de cœur, donc c'est vraiment une chanson qui représente pour moi tout ce que j'aime. Vous aimez beaucoup les voyages, on a écouté une chanson bien rythmée avec tout un tempo derrière. Pour vous, c'est important de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps pour le management, pour écouter vos équipes. Comment ça se passe justement en termes de management au sein de Ceres Reim ? Alors le management, il est assez simple, c'est-à-dire qu'en général, j'essaye d'être très présente. Ma porte est ouverte quasiment quotidiennement, à quelques exceptions près, et les gens ont la possibilité de venir me voir. Et puis après, au niveau, comme je disais, je fais des points de manière hebdomadaire avec tout le monde. Et j'essaye de faire aussi des points un peu d'équipe. Alors en ce moment, c'est plus compliqué, mais de réunir tout le monde pour faire des points de société, des points de vision, des points de stratégie. Parce que les gens, en fait, je me rends compte que les salariés ont souvent une vision très tronquée des entreprises. Ils ne connaissent pas les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et j'ai fait un exercice assez spontané la dernière fois en essayant d'interroger en quiz Ceres, justement, qui est Ceres. Je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient pas la date de création de la société, qu'ils ne connaissaient pas forcément le nom des filiales non plus. Et dû au contexte, en fait, ils ont perdu le côté chit-chat des rendez-vous en disant quand on arrive en rendez-vous, on présente la société. Sauf qu'en ce moment, pas du tout. Quand vous arrivez en visio, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Vous dites c'est important de prendre le temps de l'introspection. C'est donc une démarche introspective à l'échelle de la société, en quelque sorte ?
Je pense que c'est pas qu'à l'échelle de la société, c'est à l'échelle au final de n'importe quelle personne. C'est de dire, un contexte de pandémie comme on vient de le vivre, vous êtes obligé de revenir sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites et sur la manière dont vous voulez que ça évolue. C'est-à-dire que vous prenez les dernières années en disant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et ça vous permet en fait de faire cette introspection complète qui pour moi se passe autant par la personne que par la société. Ouais, effectivement, on disait tout à l'heure justement le management, une femme parmi les zones, puisque les métiers finance et immobilier sont assez masculins encore, sauf pour les fonctions support, hein, marketing, communication, ça c'est assez classique. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus simple de manager des hommes ou des femmes pour vous ? Alors, je vais répondre quelque chose qui va faire hurler la plupart des féministes, mais pour moi, il est plus facile de manager des hommes que des femmes. Parce Pourquoi ? que, en fait, les hommes, quand vous leur parlez ou quand vous leur dites de faire quelque chose, si ça ne leur va pas, vous le savez assez facilement. Une femme, il faut le savoir, quand on se chamaille avec une femme, les choses ne sont pas toujours dites. Donc, il y a souvent un peu des non-dits qui restent et qui perdurent et qui peuvent nuire à un bon management. Et du coup, comment vous allez au-delà en sachant ça ? Vous essayez de dire tout de suite, bon, faut parler clair, Oui, comme un homme. c'est vraiment le fait de prendre, comme j'ai dit, de prendre le temps avec les équipes, de parler avec elles, de voir dès qu'il y a un sujet ou dès que je vois quelque chose qui se passe mal, c'est de dire bon, on prend 5 minutes, on prend un café, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va pas. Et en fait, je me rends compte que ce management doit être beaucoup plus pris, on va dire, au niveau des équipes féminines qu'au niveau des équipes masculines. Ça me prend plus de temps ? Ça prend plus de temps et puis souvent c'est beaucoup plus orienté un peu psychologie, on va dire féminine, que véritablement problématique société en soi. C'est souvent plutôt parce qu'il y a des problèmes comme je dis, c'est plus des chamailleries au niveau des femmes que des hommes. D'accord. Du coup, on parlait de ces métiers immobiliers, finance. C'est vrai que pourtant, les femmes, évidemment, sont jusqu'à des classes avancées préparatoires à peu près à l'égal des hommes, hein, sauf dans les filières techniques encore, il en manque. Mais on se dit, tiens, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus. Comment vous expliquez ça et comment on peut l'améliorer ? En fait, souvent, alors j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une femme qui justement m'a dit, mais en tant que femme, on a toujours l'impression que, comme pour les hommes, il faut attendre que le métier arrive ou que le poste arrive. En fait, non, il faut oser, il faut encore plus oser quand on est une femme. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions depuis que moi je suis rentrée, on va dire, dans les postes de direction, c'est-à-dire depuis une bonne dizaine d'années. Il y a 10 ans, quand vous alliez au MIPIM, qui est un salon très connu de l'immobilier, les femmes que vous croisiez, elles étaient quasiment infimes. Aujourd'hui, vous en avez déjà beaucoup plus. Donc, ce qui fait que ça évolue. Il y a des postes de direction. Ça évolue avec le temps de manière positive, mais c'est vrai que les femmes ont souvent tendance à se dire non, mais j'ai pas ma place. Ouais. Est-ce que pour autant, il faut favoriser des quotas ? Non, je suis complètement contre. C'est de dire aujourd'hui, il ne faut pas à un moment donné essayer d'aller plus vite que la musique. Il ne faut pas essayer d'aller plus vite que ce qui est en train de se mettre en place. Si une femme, elle n'a pas envie de prendre un poste de direction, il ne faut pas lui imposer. Pour moi, il faut oser, oui, mais il ne faut pas à un moment donné aller à l'encontre de ses principes. Mais je l'entendais plutôt en termes de plafond de verre. On a l'impression qu'il y a, voilà, parce qu'on est femme, à un moment, on serait bloqué. Il y aurait une mainmise des hommes qui ne voudraient pas partager, peut-être. Vous avez ressenti ça à certains niveaux ? Alors, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Donc, à 22 ans, quand vous êtes une femme dans le milieu immobilier et de la finance, c'est compliqué. Parce qu'en général, on considère que vous n'avez pas votre place, que vous avez été mis là. Bon, en plus, parce que j'étais la sœur d'eux, donc ça a été aussi compliqué. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément de plafond de verre, mais c'est-à-dire qu'une femme va devoir démontrer encore plus qu'elle est compétente qu'un homme. En tout cas, dans les métiers de direction. Même si ça a tendance à s'amenuiser un peu avec le temps et à s'effacer, mais c'est souvent quelque chose qui est demandé. Pourquoi ? Parce que une femme aussi, elle va avoir une vie personnelle, elle va avoir des enfants, donc souvent elle est un peu plus présente à la maison qu'elle n'est au travail, et ce sont souvent des choses qui sont reprochées par les hommes en disant « Oui, mais bon, elle est partie à 18h ». Ouais. Oui, mais c'est votre cas ? Comment on arrive justement à concilier vie pro, vie perso, poste à responsabilité ? Alors moi, j'ai la chance encore de ne pas avoir d'enfants, donc j'ai pas cette problématique de gestion horaire. Après, c'est quelque chose dont on s'adapte finalement, c'est-à-dire que... moi, j'ai une vie qui a toujours été très remplie. Après, j'ai un mari qui est très conciliant, donc c'est vrai qu'il accepte le fait aussi que je puisse rentrer tard ou que je puisse avoir des journées assez compliquées. Mais ce sont des choses où on s'adapte. Il faut avoir un couple sur lequel on puisse s'appuyer et quelqu'un en face à qui on puisse discuter aussi en expliquant qu'il y a des périodes avec plus ou moins de stress et plus ou moins de rush. En tenant compte de tous ces éléments, quels conseils vous donneriez à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans une carrière comparable à la vôtre ?
Comme je dis, c'est vraiment doser. Pour moi, c'est le maître mot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que parce qu'on est une femme, on n'a pas sa place. Il ne faut pas considérer que parce qu'on est jeune, on n'a pas de sa place non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prouver aux gens qu'on a toutes les connaissances, les compétences et qu'on est capable de faire. Donc c'est vraiment doser. Oser, hein, c'est le maître mot, ça revient souvent sur cette antenne dans ce Femmes à la Une. C'est vrai que, bon, à force de le marteler, ça va, Oui, on ça va l'espère, peut-être marcher. rentrer. Finir par rentrer. Mathilde, on a une dernière petite rubrique surprise pour vous, Anne-Catherine. Et tout à fait, je vous rappelle le principe, le Fast and Curious. Je vous pose une question, une alternative simple, vous me répondez l'un ou l'autre, selon ce qui vous vient sur le moment. Femme à la Une, le Fast and Curious. Allons-y, Anne-Catherine Hellman. Bureau ou logistique? Logistique, Yoga ou randonnée? randonnée, Risqué ou patrimonial? risqué, Jazz swing ou rock acrobatique? jazz swing, Ah oui, vous nous avez expliqué que vous étiez vraiment, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez beaucoup pratiqué. tout à fait. Management directif ou management agile? Management agile, Champagne ou vodka? champagne, Europe du Nord ou Europe du Sud? Europe du Sud, Voyage en avion ou autostop? voyage en avion, Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? verre à moitié plein. Eh ben voilà, on a tout. Merci Anne-Catherine Hellman. Tiens, j'en Merci. reviens justement sur la musique et la danse. Je crois que c'est une de vos passions. Oui, exactement. Ouais, bon, en ce moment, un petit peu compliqué. Peu le temps Non, de ou à la pratiquer. maison. Non, à la maison, oui, on va dire devant une glace et en faisant le ménage. Mais à part ça, non, peu le temps, on va dire, de pratiquer. Bon. Votre mari ne danse pas avec vous? On n'a Jazz pas la swing. même notion du rythme. Le rythme, le tempo. Merci en tout cas à notre invitée, notre femme à la une du jour, Anne-Catherine Hellman, associée gérante chez Ceris Rem. C'était un plaisir de vous découvrir, plutôt découvrir aussi ces mots d'encouragement pour toutes celles qui nous écoutent et puis ceux. C'est bien sûr Oui, c'est toujours intéressant d'avoir des visions comme ça et on sera ravis de continuer, Mathilde, mais ça sera le mois prochain. Tout à fait, Fabrice. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée à tous et on vous dit à très bientôt. Femme à la Une, une émission à réécouter et télécharger en podcast sur Radio Patrimoine.